Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. Aujourd'hui, nous allons parler d'Hannah Arendt qui a vécu au XXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Peter Pettigrew de la saga Harry Potter. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer de quoi parle Harry Potter, je pense que vous le savez tous, alors je vais me contenter de rappeler qui est le personnage dont nous allons parler aujourd'hui. Peter Pettigrew était l'un des meilleurs amis de James et Lily Potter, les parents de Harry. C'est un personnage qui était, à l'adolescence, faible, pas très bon en cours, plutôt en retrait. Il est dit plusieurs fois qu'il suivait James Potter et Sirius Black pour se donner de l'importance parce que lui-même était insignifiant. Pourtant, des années plus tard, quand James et Lily Potter sont poursuivis par Voldemort, c'est Pettigrew qui va les trahir et dévoiler à Voldemort où ils sont cachés. En effet, Pettigrew est devenu l'un des plus fidèles serviteurs de Voldemort et le restera jusqu'à la fin des aventures de Harry. On peut trouver beaucoup de points communs entre Pettigrew et un personnage historique sur lequel a travaillé Hannah Arendt. Il s'agit du nazi Adolf Eichmann, responsable de la solution finale. La notion qui va nous intéresser, et que Arendt utilise pour décrire les actes d'Eichmann, est la banalité du mal. Quand Hannah Arendt assiste au procès d'Eichmann en 1961, elle le fait en tant que journaliste pour le New Yorker. Mais l'attitude très inattendue de l'accusé va la conduire à s'interroger sur l'origine du mal. Quand on est un haut fonctionnaire de l'Allemagne nazie, est-on forcément un monstre ? Par monstre, il faut comprendre un individu sadique, intrinsèquement mauvais, motivé par le désir de faire le mal. Est-ce que ce sont ces individus qui ont rendu possible le régime nazi ? Telles sont les questions qu'Arendt va être amenée à se poser à la suite de ce procès. Commençons par lire ensemble un extrait du livre d'Hannah Arendt, La vie de l'esprit, dans lequel elle récapitule les conclusions qu'elle a tirées de son étude, écrite suite au procès, qui s'appelait « Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal ». Tout a commencé quand j'ai assisté au procès Eichmann à Jérusalem. Dans mon rapport, je parle de la banalité du mal. Cette expression ne recouvre ni thèse, ni doctrine, bien que j'ai confusément senti qu'elle prenait à rebours la pensée traditionnelle, littéraire, théologique, philosophique, sur le phénomène du mal. Le mal, on l'apprend aux enfants, relève du démon. Il s'incarne en Satan qui tombe du ciel comme un éclair, ou Lucifer, l'ange déchu, dont le péché est l'orgueil, cette superbia dont seuls les meilleurs sont capables. Ils ne veulent pas servir Dieu, ils veulent être comme lui. Les méchants, à ce qu'on dit, sont mus par l'envie. Ce peut être la rancune de ne pas avoir réussi, sans qu'il y aille de leur faute, Richard III, ou l'envie de Caïn qui tua Abel parce que Yahvé porta ses regards sur Abel et vers son offrande, mais vers Caïn et vers son oblation, il ne les porta pas. Ils peuvent aussi être guidés par la faiblesse, Macbeth, ou au contraire par la haine puissante que la méchanceté ressent devant la pure bonté, Iago, ou encore par la convoitise, source de tous les maux. Cependant, ce que j'avais sous les yeux, bien que totalement indifférent, était un fait indéniable. Ce qui me frappait chez le coupable, c'était un manque de profondeur évident, et tel qu'on ne pouvait faire remonter le mal incontestable qui organisait ses actes jusqu'au niveau des racines ou des motifs. Les actes étaient monstrueux, mais le responsable, tout au moins le responsable hautement efficace qu'on jugeait alors, était tout à fait ordinaire, comme tout le monde, ni démoniaque ni monstrueux. Il n'y avait en lui ni trace de conviction idéologique solide, ni de motivation spécifiquement maligne, et la seule caractéristique notable qu'on décelait dans sa conduite, passée ou manifeste au cours du procès et au long des interrogatoires qui l'avaient précédé, était de nature entièrement négative. Ce n'était pas de la stupidité, mais un manque de pensée. Ce passage est construit en deux parties. D'abord, Arendt présente la conception traditionnelle du mal à partir de plusieurs exemples issus de la religion ou de la littérature. D'un point de vue religieux, en effet, le méchant est celui qui s'oppose volontairement à Dieu. Faire le mal est un choix libre. En littérature aussi, on aime rencontrer des individus cruels qui font le mal parce que leur nature est mauvaise. Arendt cite 3 personnages de Shakespeare, Richard III, Macbeth et Iago, qui est un personnage d'Othello, mais on peut aussi citer des personnages de la culture populaire comme Maléfique et Cruella, qui sont si naturellement mauvaises que leur méchanceté se retrouve dans leur nom même. Et pour rester dans notre thème, bien sûr, il y a Voldemort, qui était déjà inquiétant quand il était enfant,
En effet, on apprend dans Harry Potter et le prince de sang mêlé qu'il effrayait les autres enfants de l'orphelinat où il habitait. Ce qui montre que le mal est en quelque sorte inscrit en lui-même dès le début. Voilà de quelle façon on se représente généralement le mal. C'est même exactement la représentation qu'en avait Arendt, puisque quand elle arrive au procès d'Eichmann, elle s'attend à trouver un nazi convaincu, une personne profondément antisémite qui penserait avoir bien agi en éliminant les juifs. Et pourtant, elle va découvrir exactement le contraire. Eichmann va admettre que moralement, il faisait peut-être quelque chose de mal, mais il dira que sa conscience n'avait pas à intervenir dans son travail. Son travail c'était d'obéir au chef, donc il a obéi au chef. Il n'exprime aucun regret, non pas parce qu'il est convaincu du bien fondé de la pensée nazie, mais tout simplement parce qu'il ne se sent aucunement responsable de ce qui est arrivé. Après tout, ce n'est pas lui qui donnait les ordres. D'où la deuxième partie du texte, dans laquelle Arendt remet en question cette vision traditionnelle du mal, au profit de ce qu'elle va appeler banalité du mal. Pourquoi banalité ? Ce qu'elle veut dire, c'est que les actions les plus monstrueuses qui soient peuvent très bien être commises par un individu, tout ce qu'il y a de plus banal. Eichmann était un tel individu, un petit fonctionnaire sans conviction, ni particulièrement intelligent ni stupide, bref, un individu ordinaire comme nous pourrions tous l'être. Plusieurs expériences de psychologie ont d'ailleurs été faites à la suite des travaux d'Hannah Arendt pour voir combien d'individus étaient prêts à commettre des actes barbares pourvu qu'une autorité reconnue comme légitime leur demande de le faire. Dans les années 60, on peut citer l'expérience de la troisième vague et l'expérience de Milgram, puis en 2010 une reprise de cette dernière, l'expérience du jeu de la mort. Toutes ces expériences ont montré à quel point les individus les plus ordinaires étaient capables de devenir des monstres, alors qu'ils n'avaient pas la moindre trace de sadisme en eux. Pour revenir à Harry Potter, le parallèle entre Voldemort et le nazisme n'est pas nouveau, il a souvent été fait, et à juste titre. Nous retrouvons en effet dans les objectifs de Voldemort une volonté de purification de la race des sorciers et de domination, ou encore la volonté d'interdire certains lieux publics aux Némoldus, puisqu'ils veulent les exclure de Poudlard, l'école de sorcellerie, qui serait réservée uniquement aux sangs purs. Voldemort est suivi par des adeptes qu'on appelle mange-morts, et parmi eux, il y a un certain nombre d'individus qui partagent ces objectifs. On pense notamment à la famille Malfoy, qui a une haute opinion d'elle-même et veut faire partie de la classe dominante. Si on veut citer d'autres personnages intrinsèquement mauvais et sadiques, on a Barty Croupton Jr. ou Bellatrix Lestrange, qui illustrent bien la vision traditionnelle du mal, premièrement décrite par Arendt dans son texte. Néanmoins, parmi les fidèles de Voldemort, et je peux même dire parmi ceux qui lui sont le plus fidèles de tous, il y a Peter Pettigrew. Comme Eichmann, Pettigrew a une place extrêmement importante dans l'entourage de Voldemort, et il joue un très grand rôle dans sa prise de pouvoir. Tout d'abord, c'est lui qui lui dévoile l'information capitale de la cachette des Potter. Ensuite, bien plus tard, quand Voldemort est privé de son corps et se cache en Albanie, c'est encore Pettigrew qui l'y rejoint en premier. Il enlève l'employé du ministère de la magie qui était en vacances dans cette zone et l'amène à Voldemort pour lui soutirer des informations. C'est également lui qui tue Cédric Diggory et permet à Voldemort de retrouver son corps en sacrifiant sa main pour accomplir le rituel. Nous n'avons donc pas juste affaire avec Pettigrew à un adepte secondaire, mais bien à un personnage qui a un rôle important aux côtés de Voldemort. De la même façon qu'Eichmann avait un rôle très très important dans le régime nazi. Pourtant, les propos d'Arendt peuvent bien s'appliquer à Pettigrew, en particulier ce passage que je relis. Il était tout à fait ordinaire, comme tout le monde, ni démoniaque ni monstrueux. Il n'y avait en lui ni trace de conviction idéologique solide, ni de motivation spécifiquement maligne. Autrement dit, Pettigrew n'est pas un mange-mort convaincu. Il ne rejette pas les moldus ni les sorciers nés de parents moldus, et il en avait même parmi ses amis à l'époque où il était à Poudlard, ce qui n'est pas le cas par exemple des Malfoy. Il n'a pas non plus l'envie particulière de voir les sangs purs dominés, et en fait, s'il rejoint Voldemort, c'est juste parce qu'il est lâche et veut se trouver du côté du plus puissant. Quand, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Sirius et Lupin lui demandent pourquoi il a fait ça, pourquoi il s'est rallié avec Voldemort et a trahi ses amis, il répond simplement que tout le monde se ralliait à Voldemort à l'époque, et qu'il n'avait rien à gagner à s'y opposer. Bien sûr, on peut trouver de nombreuses différences entre Eichmann et Pettigrew. Le personnage du fonctionnaire qui se contente d'obéir sans réfléchir à une autorité qu'il pense légitime à donner des ordres est loin de celui du lâche qui se cache derrière le plus puissant. Dans la saga Harry Potter, on retrouve d'ailleurs aussi ce fonctionnaire bien obéissant dans le personnage de Dolores Umbridge. Cependant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la notion de banalité du mal. Le mal radical peut être le fait d'individus qui n'ont en soi rien de monstrueux. Et de ce point de vue, Pettigrew est bien un exemple de cette banalité du mal.
Il est d'autant plus banal que personne ne s'attendait à ce que la trahison vienne de lui. En effet, quand les Potter ont commencé à être menacés, ils ont dû élire par un sort un gardien du secret, c'est-à-dire une personne qui serait la seule au monde à pouvoir révéler leur cachette. Le premier candidat choisi par James était évidemment son meilleur ami Sirius Black, mais Sirius a pensé que c'était un choix justement trop évident, et il lui a conseillé de choisir plutôt Peter Pettigrew parce que Voldemort ne le soupçonnerait jamais d'être le gardien du secret. C'était une personne trop ordinaire et trop insignifiante pour qu'on le soupçonne de porter une responsabilité aussi lourde. Plus encore, à cette époque, James et Sirius soupçonnaient bien qu'il devait y avoir un espion au sein de l'Ordre du Phénix, qui est, je le rappelle, l'organisation secrète qui combattait les Mangemorts, mais même s'ils se doutaient qu'il y avait un espion, ils n'ont jamais cru que ça pouvait être Pettigrew. Ils ont plutôt soupçonné Lupin, le 4e de la bande. On voit donc à quel point le mal, tel qu'il est représenté ici dans le personnage de Pettigrew, illustre la banalité du mal dont parle Arendt. Je vais conclure cette analyse avec une citation de Primo Levi, extraite de son témoignage Si c'est un homme, témoignage sur les camps de concentration. Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux. Ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter. Le monstre, c'est Voldemort. Lui a véritablement une volonté profonde de faire le mal, et il réunit toutes les caractéristiques exposées par Arendt en première partie de son texte. L'orgueil, la haine de la bonté et le désir démesuré d'être au-dessus des mortels. Mais Voldemort n'aurait pas eu une telle puissance sans ses Mangemorts. Si certains partagent ses idéaux, ou sa folie, on peut supposer que beaucoup d'entre eux, dont Pettigrew, un de ses serviteurs les plus fidèles, ne sont que des individus ordinaires qui ont suivi le mouvement sans conviction ni idéologie particulière. De même, Dolores Umbridge, qu'on a rapidement évoqué, va devenir, dans Harry Potter et les reliques de la mort, la juge dans des procès absurdes où il faudra punir tous les sorciers nés moldus. Comme chez Pettigrew, rien n'indique qu'il y ait chez Umbridge une idéologie proche de celle des Mangemorts. Quand elle est professeure de défense contre les forces du mal à Poudlard, elle ne semble pas avoir de problème particulier avec les nés moldus, elle ne favorise pas non plus les sorciers de sang pur, la seule chose qu'elle valorise, c'est l'obéissance stricte aux ordres. Et pourtant, elle aussi aura un poste important dans la hiérarchie une fois que Voldemort et ses Mangemorts seront au pouvoir. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Pour plus d'analyses philosophiques sur Harry Potter, je vous recommande l'excellent livre de Marianne Chaillan, Harry Potter à l'école de la philosophie. Vous trouverez également d'autres articles de pop philo sur mon blog, carolinegiraud.blogspot.com. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.